Bonjour les Skin Geeks et bon retour sur cette chaîne YouTube où cette semaine je fais la plus grosse vidéo de l'année pratiquement avec celle sur le rétinol et celle sur le deuxième puisqu'on va parler d'une pathologie qui me touche directement et qui est plutôt invalidante au niveau social, la rosacée. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tous les trucs et astuces que j'ai mis en place depuis 4 ans pour passer de ça à ça. Certes, aujourd'hui, je suis maquillé, mais globalement, on n'est plus du tout sur ce format-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la maison, le disclaimer d'usage, je ne suis absolument pas un dermatologue et cette vidéo, plus que toutes les autres, n'est en aucun cas une vidéo qui va vous permettre de vous autodiagnostiquer ou de faire n'importe quoi. On peut confondre la rosacée avec beaucoup d'autres pathologies et la confusion la plus simple, c'est l'acné, mais il y a beaucoup d'autres pathologies qui ressemblent. Vous devez avoir un rendez-vous dermatologique et un avis professionnel médical pour avoir un diagnostic de rosacée. On commence tout de suite cette vidéo avec, je vous le donne en 2000, l'épidémiologie de la rosacée et qui ça touche. La rosacée n'est pas du tout une maladie des temps modernes. Loin de là, inutile de blâmer votre fond de teint ou votre crème ou de la vobenzone ou autre perturbateur endocrinien, c'est une maladie qui est extrêmement ancienne. En effet, sur le tableau que je vous mets juste ici, qui est un tableau du XVe siècle, le vieil homme et l'enfant, le monsieur est très clairement atteint de rosacée, on voit bien ses rougeurs et il a surtout le rhinophyma. Donc, détendez-vous concernant les produits que vous pouvez ou ne pouvez pas utiliser. La cosmétique conventionnelle peut convenir, la cosmétique bio peut convenir aussi. Ce n'est pas une question de modernité ou de problème de toxicité des ingrédients, par exemple. Comme on vient de le voir, cette pathologie est très ancienne et en aucun cas liée à notre mode de vie moderne. C'est juste que maintenant, on la diagnostique beaucoup plus et bien mieux. On va parler maintenant épidémiologie de la rosacée avant de parler des symptômes, puisque en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que dans les populations atteintes de rosacée, il y a quelque chose de particulier? Et oui, très clairement, oui. L'incidence de la rosacée dans les pays qui sont étudiés est d'environ 10%, donc c'est quand même énorme. Et dans cette incidence, quand on regarde les populations de très près, il y a quand même des traits caractéristiques. Au niveau des caractéristiques physiques des personnes atteintes par la rosacée, en général, ce sont des gens qui ont la peau claire, les yeux clairs, le teint clair. Et il y a très clairement une notion héréditaire derrière la rosacée. Et pas qu'un peu. Toutefois, on trouve également des rosacées sur des peaux beaucoup plus mates, ce n'est pas du tout impossible, et même des rhinophyma sur les peaux noires. Le seul truc, c'est qu'en fait, sur les peaux plus mates et noires, elles passent plus facilement inaperçues. La notion d'hérédité dans la rosacée, elle est vraiment prépondérante. Une étude d'ailleurs de génétique qui a porté vraiment sur une petite quantité de personnes. C'était une étude sur des jumeaux. Donc il y avait 65 patients qui ont été atteints de rosacée. Ce que voulait montrer l'étude, c'est est-ce qu'il y avait d'autres pathologies qui étaient associées en fait avec la présence de rosacée. Effectivement, oui. Cette étude a montré des signes de comorbidité, c'est-à-dire des maladies associées avec la rosacée. Quand on a de la rosacée, dans cette population-là, on remarque qu'il y a plus de ces maladies-là, qui sont généralement des maladies auto-immunes ou chroniques, mais plutôt d'origine inflammatoire, et au vu de l'étude, ça peut toucher à peu près tout, c'est-à-dire que c'est essentiellement gastro-intestinal, mais pas que, on peut citer les intolérances au gluten, la maladie cœliaque, Crohn, etc., mais il y a aussi des problèmes plutôt d'allergie au niveau respiratoire. Voilà, on a quand même un pack global qui vient avec la rosacée, mais en aucun cas vous pouvez faire un lien, le lien n'est pas fait, c'est juste un constat. Oui, quand on a de la rosacée, on a plus de chances d'avoir par exemple Crohn, cœliaque, etc. C'est mon cas par exemple, je suis cœliaque. Mais en aucun cas, ça veut dire quoi que ce soit d'autre. C'est l'œuf et la poule. Bref, on sait juste qu'il y a la comorbidité. Maintenant qu'on a qui ça touche, réellement, d'ailleurs pour l'anecdote, on appelait ça la malédiction celte, ce qui n'est pas très bien vu, ça serait plutôt la malédiction viking, au vu du côté peau claire, yeux clairs, cheveux clairs, même si comme je l'ai dit, je le répète, c'est pas exclusif à cette population-là. Maintenant, quels sont en fait les signes de la rosacée? Pour cette partie, il va falloir prendre avec des grosses pincettes ce que je vais dire, car la classification de la rosacée a changé. Avant, on parlait de stade 1, 2, 3 et 4, il y avait une notion qui pouvait
franchement faire penser que l'on glissait d'un stade, par exemple vasculaire, à un stade inflammatoire. Ça, c'est plus du tout le cas. Maintenant, on parle plus que de rosacée, et tous les tableaux sont mélangés parce que c'est une réalité. En fait, quand on regarde les tableaux, c'est rarement un seul signe, et souvent c'est très mixte. Pareil pour les noms de la rosacée, on parlait avant d'acné rosacée, ça c'est jusqu'en 2000, donc c'est plutôt récent quand même, tout simplement parce que ça ressemblait un peu à l'acné. En fait, on va voir que pas du tout, hein. Sur la formation notamment des papules et des pustules, ça n'a strictement rien à voir et c'est pas le même mécanisme. Et d'ailleurs, même au niveau médicamenteux, jusqu'en 98, 99, 2000, les dermatologues donnaient notamment des bêta-bloquants pour bloquer les flèches, on verra ça un peu plus tard, mais également du peroxyde de benzol qui était, je veux dire, un bactéricide, hein, qui est encore d'ailleurs utilisé dans l'acné et qui détruit tout sur son passage. Oui, ça marchait, mais bon, malheureusement, ça augmentait les problèmes de barrière cutanée. Aïe. Je vais illustrer avec des images mes propos. Je remercie formellement les gens sur Instagram, vous, donc, hein, ni plus ni moins, qui ont bien voulu me partager leurs photos. Et on verra que, d'ailleurs, pour certains qui ont, j'ai envie de dire, presque de la chance, il y a des formes qui sont vraiment très typiques de la forme, mais comme je le dis et je le répète, c'est quasiment jamais le cas. Globalement, la rosacée, avant qu'on rentre dans le détail, c'est une pathologie qui touche l'ensemble du visage, parfois le cou, parfois les oreilles et parfois même la nuque, mais quand même essentiellement centrale, hein, sur le visage, nez, pommettes, front. C'est en général des rougeurs, de l'érythrose, d'ailleurs certains dermatologues parlent d'érythrose, qui n'est entre nous que le signe clinique. Ça veut dire juste que vous avez la peau rouge, ça n'a donc pas un diagnostic, hein, ce n'est pas une maladie l'érythrose, c'est un signe clinique. Voilà, si votre dermato vous dit « vous avez de l'érythrose », merci, j'étais au courant. Donc il y a de l'érythrose associée, en général un inconfort, c'est très visible, donc socialement c'est extrêmement dur, je veux dire c'est stigmatisant, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce de cette vidéo. Et en plus, il y a des désagréments vraiment physiques. Comme je vous le disais, il y a des irritations, la peau est très sensible. Et on verra dans la deuxième partie de cette vidéo que il y a des raisons. Mais commençons avec la première forme, qui est la forme vasculaire. Qu'est-ce qui se passe dans la forme vasculaire? En fait, ni plus ni moins, eh bien, on voit une survascularisation de la peau. Cette survascularisation, on la voit essentiellement en face centrale, d'une manière générale, il y a évidemment des exceptions, avec le nez rouge, les pommettes rouges. Plus on va survasculariser cette zone centrale, c'est un dysfonctionnement, on verra les dysfonctionnements juste après, plus le système des vaisseaux sanguins va être visible et entraîner en fait une chronicicisation de cette vascularisation jusqu'à carrément voir, comme sur la photo, les veines qui pètent au passage, puisque elles ne peuvent pas tenir une pression si longtemps. L'endothélium des veines et des artères n'a pas été prévu pour. On verra la cause supposée, on va dire, de ça. On peut juste faire de la prévention, notamment sur les déclencheurs, des mécanismes de cette forme vasculaire, et on verra tout ça juste après en deuxième partie avec tous les déclencheurs qu'on prend un par un. Oui, vous avez du boulot. Maintenant, on va parler de la deuxième forme de la rosacée. Je vous rappelle qu'on peut avoir des tableaux mixtes, qui est la forme papulopustuleuse. Sur cette photo, qui est une photo de l'un d'entre vous, on voit des pustules et des papules. Les papules, ce sont des petites rougeurs plutôt plates à l'affleurement de la peau, et les pustules, vous connaissez, c'est un peu comme dans l'acné, même si ça n'a strictement rien à voir, c'est un bouton avec du pus à l'intérieur. Une différence fondamentale entre l'acné et la rosacée, dans la rosacée, ce n'est absolument pas du tout des comédons qui se bougent, ce ne sont pas les pores de la peau qui se bougent, ça n'a strictement rien à voir, c'est juste vos pauvres systèmes immunitaires qui viennent mourir à la surface de la peau parce qu'ils ont été appelés par de l'inflammation. On verra ça dans la partie suivante. La troisième forme de la rosacée, je vous le rappelle, on peut avoir les quatre en même temps, c'est le rhinophyma. Alors ça touche plutôt les hommes, généralement le nez, mais pas que, c'est extrêmement impressionnant. On peut en avoir aussi au menton. C'est un épaississement, si vous voulez, du tissu. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part avoir les éléments de prévention. Il va falloir passer au laser ablatif pour enlever ça ou à la chirurgie.
Mais il faut bien l'avouer, c'est plutôt sur les hommes, et c'est plutôt rare, et c'est généralement des gens qui ont laissé traîner leur rosacée. Mais c'est rarissime, j'en parlerai pas trop dans cette vidéo. La dernière, et celle-là, forme de rosacée, et celle-là, elle est vraiment courante, c'est généralement une atteinte secondaire de la rosacée, c'est la rosacée oculaire. Donc oui, les problématiques de vaisseau sanguin et d'inflammation que vous avez sur le visage, vous les avez aussi en général au niveau des conjonctives, donc c'est au niveau des paupières, et ça a quelques conséquences. Dans les paupières, en fait, il y a des glandes qui permettent de sécréter des lipides qui vont lubrifier notamment votre œil. C'est très très utile, hein. Et ces glandes, avec la rosacée, elles vont se mettre à moins bien fonctionner, tout simplement, et elles peuvent même aller jusqu'à se boucher. Et là, ça devient vraiment compliqué parce qu'on commence à avoir des orgelets. Les signes, en fait, de la rosacée oculaire, c'est comme une conjonctivite, hein, c'est pareil, hein, c'est une inflammation du conjonctive, avec des yeux secs, une sensation de voile sur les yeux. Et je vous le donne en 10 000, moi, ma rosacée n'a pas du tout commencé par la peau, mais bel et bien par les yeux. Ça a démarré, je m'en rappelle très très bien, il y a 5 ans, 4 ans, je ne sais plus, au mois d'avril. Et ça s'est fini, cette problématique-là s'est du moins amoindrie au mois de juin-juillet, et j'avais comme si j'avais du pollen tout le temps dans les yeux, et les yeux secs, obligé de me nettoyer les yeux en permanence, mais j'avais pas fait de lien, puisque j'avais pas d'autres signes, et j'avais mis ça sur le compte du pollen. Je me suis dit, bah cette année, tu es un peu plus allergique au pollen. Non, non, hein, c'était pas ça du tout, hein, puisque au mois de septembre, une petite tache rouge qui est toujours là, et qui serait là tout le temps, est apparue sur mon front, d'abord toute seule, puis elle a agrandi, et puis j'ai commencé à faire des flushs sur les oreilles, sur les joues, et non, c'était déjà de la rosacée oculaire, mais ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de la rosacée oculaire dans 2 semaines, en détail, avec la routine de soins pour les yeux, qui a été créée par mon ophtalmo, pour justement diminuer la rosacée oculaire et diminuer la gêne liée à la rosacée oculaire. Et on va avouer que c'est quand même... Bon, je crois que le tableau des rosacées, vous comprenez à peu près. Comme je vous le disais, on a vraiment beaucoup de formes mixtes. D'ailleurs, je remercie les gens qui m'ont mis à disposition leurs photos et leur accord pour que je diffuse cette vidéo. Vous voyez, pendant que je parle, là, quelques photos, où on voit très clairement que là, il y a des papules et des rougeurs. Là, on a juste des vaisseaux sanguins visibles, mais il y a des rougeurs aussi qui sont très certainement inflammatoires. De toute façon, c'est assez facile. L'inflammation, c'est rougeur, chaleur, douleur. Donc bon... Quand vous avez les 3, en général, on a de l'inflammation. Et en fait, les tableaux, comme je vous le disais, ils sont jamais hyper francs. Les photos que je vous ai montrées, c'est des tableaux très très francs, mais des fois, les dermatologues sont un peu embêtés parce qu'ils peuvent confondre avec d'autres pathologies. Et il faut aller un peu plus loin et attendre un peu que, malheureusement, la maladie se dégrade un petit peu pour être bien fixé. Dans tous les cas, vous devez passer par l'étape dermatologue. Déjà, on va parler quand même un petit peu des causes. Alors, on va pas parler vraiment des causes, parce qu'on les connaît pas, hein, clairement, scientifiquement. Si on les connaissait, on pourrait agir directement dessus. On va parler plutôt des mécanismes en jeu. Je vous ai parlé en début de vidéo que la maladie est une maladie chronique, auto-inflammatoire. Ah, auto-inflammatoire, vous allez voir dans le 2e point, c'est la partie la plus complexe, évidemment, mais aussi la partie la plus importante. Oui, oui. Parce qu'on n'est pas dans une maladie chronique auto-immune, c'est pas du soi, c'est du non-soi qui entretient l'inflammation, et on va voir qu'il y a des caractéristiques très particulières dans la rosacée, mais le point de départ, le numéro 1, c'est le flush. Alors, le flush, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, je vais utiliser beaucoup ce terme, parce qu'il est plus facile, ne serait-ce qu'à prononcer, hein, on va pas se voiler la face, que le fait de rougir. Ou le rougissement, c'est laid quand même, hein, je veux dire, ça sonne un peu bizarre dans ma tête. Le flush, comme je viens de l'énoncer, c'est le fait de rougir. Alors, en soi, sur quelqu'un de normal, ça pose pas en général de problème. C'est-à-dire qu'on a une émotion, une variation de température, ou autre, on rougit, et puis on revient à la normale. Et c'est là où notre hérédité toute pourrie rentre en place. Dans la rosacée, ce mécanisme est dysfonctionnel. Vous avez les mêmes stimuli que tout le monde, émotions, etc. On verra les déclencheurs, justement, tout le long de cette vidéo. Et puis, vous rougissez, et puis, en fait, ça reste rouge, quoi. Vous restez rouge plusieurs heures. Ah, et là, les ennuis commencent, en fait, hein, dans ce dysfonctionnement.
On pourrait rapprocher ça un petit peu d'ailleurs de la bouffée vasomotrice qu'il y a un petit peu au moment de la ménopause chez la femme. C'est pas sur tout le corps, mais c'est vraiment très localisé. Tant qu'on est sur la ménopause, et je vais vous en parler directement, il n'y a pas d'article là-dessus scientifique, mais dans le moment de la vie de la femme, il y a quand même deux moments où vous, ceux qui me regardaient et ceux qui me contactaient sur Instagram depuis 2 ans, ont quand même montré qu'il y a deux moments un peu complexes. C'est les moments de la grossesse et de l'accouchement, où là il y a des gros déclenchements de rosacée, mais en pagaille, et à la ménopause. À la ménopause, c'est pas surprenant non plus, parce qu'en fait, on a des bouffées de chaleur. Donc c'est typique le mécanisme qui dysfonctionne déjà au niveau facial chez les gens prédisposés à la rosacée. Donc bon, vous allez voir que en direct, on n'a pas vraiment d'action sur ce mécanisme, mais on a des actions de prévention, et on va voir ça très bientôt. Le problème avec ce dysfonctionnement, c'est que plus vous allez faire de rougeur, et plus vos vaisseaux sanguins vont être abîmés, et plus votre peau va être modifiée, en fait. Et ça, le gros problème, c'est que la structure même de la peau se modifie. Et ça, c'est très embêtant. Sachant qu'en plus, la vasodilatation, ça fait partie des signes aussi de l'inflammation. C'est un signal d'inflammation. Donc, vous restez très vasodilaté longtemps, votre système immunitaire se met en branle. Et vous commencez, je pense, à comprendre la problématique de la chronicité auto-inflammatoire. On va d'ailleurs aller maintenant, tout de suite, dans la partie auto-inflammatoire. Accrochez-vous, je vais faire simple, mais ça ne l'est pas. Je vous disais au début qu'il y avait eu cette étude de population génétique, notamment sur des jumeaux, pour voir s'il y avait de la comorbidité, et que quand même, ils se sont rendus compte qu'il y a des gènes qui codent notamment pour la reconnaissance microbienne, donc ça c'est l'immunité spécifique, on va revenir là-dessus, qui étaient déficients en fait. Ah, bon, on a vraiment un élément là, très clairement, qui est héréditaire, quoi. Mais après, on ne peut pas en faire grand-chose de plus. On ne peut pas du moins en faire un vaccin ou je ne sais quoi, un médicament, on va dire. Donc maintenant, on va parler immunité et chronicité auto-inflammatoire. On a vu déjà dans le premier point qu'avec la vasodilatation, on avait des signaux qui étaient envoyés au niveau de la peau au système immunitaire en disant « Attention, il y a peut-être de l'inflammation ». Ça, c'est le premier point. Mais alors, c'est juste un des points. Et vous allez voir, on a le système immunitaire inné et acquis totalement dysfonctionnel. Mais alors, c'est un boxon sans nom. On va faire un tout petit peu d'immunologie, mais très rapidement. Le système immunitaire inné, c'est un système qui est non spécifique. Grosso modo, à la surface de la peau, bon, ça marche un peu pareil dans tout le corps, il y a des peptides. Alors là, je sais, vous allez me dire, ah là là, mais comme dans mon sérum anti-âge. Oui, mais c'est pas les mêmes. Ceux-là, ils sont pas hyper sympas. Enfin, oui et non. Ces peptides antimicrobiens, ils sont exprimés par la peau, et en fait, ils flottent dans le sébum, et ils sont là pour aller buter tout ce qui bouge. Mais alors tout. Je peux vous garantir que le microbe qui se pose sur votre peau de rosacée, il a zéro chance. On verra après que ça fait partie des avantages. Oui, je sais, j'ai réussi à trouver des avantages à avoir de la rosacée. Ce système immunitaire inné, si vous voulez, c'est le premier rempart en fait de défense immunitaire, mais il n'est pas spécifique, c'est-à-dire qu'il n'a pas un don formidable pour reconnaître spécifiquement les bactéries ou les virus. Et dans les peaux de rosacée, ces peptides antimicrobiens, figurez-vous, il y en a énormément plus que dans les peaux qui ne sont pas touchées. Et c'est là où le cercle vicieux commence, puisqu'en fait ces peptides antimicrobiens, ils sont produits à cause des agressions de la peau. Ah, vous allez me dire, mais quelle agression, Ursus? Il y en a, je suis sûr que vous y attendez pas. Première agression, la disruption de la barrière cutanée. On verra ça au point numéro 3. La blessure, bien entendu, quand vous êtes blessé, eh ben oui, évidemment, les peptides antimicrobiens sont produits parce qu'il faut aller vite, stériliser la plaie, si vous voulez. Tout ce qui est déclencheur environnementaux, frottement par exemple, qui peut être associé à une blessure. Les UV produisent
des peptides antimicrobiens sur la peau, et même la vitamine D, produite justement par les UV, déclenche la production de peptides antimicrobiens. Ces peptides antimicrobiens, ils vont démarrer la cascade inflammatoire. Je ne vais pas rentrer dans la partie cascade inflammatoire, parce que sincèrement, c'est beaucoup trop complexe, mais très clairement, c'est pas un point positif. Pourquoi? Parce que beaucoup de peptides antimicrobiens, cascade inflammatoire, qu'est-ce qui se passe dans l'inflammation? L'immunité spécifique va pouvoir se mettre en route, vos globules blancs, grosso modo, sont appelés. À partir du moment où ils sont appelés, qu'est-ce qui se passe? Il faut réparer, puisque normalement la peau est lésée, sauf que là, malheureusement, elle ne l'est pas. Et pour buter l'ennemi, il va y avoir une vasodilatation. Ah bah mince, alors déjà qu'on avait une vasodilatation pathologique avec le dysfonctionnement, qui est à l'origine de toutes ces emmerdes, faut pas rêver, bah là, en plus, on se retape de la vasodilatation dans l'inflammation. Du coup, on revient au début, la peau est encore plus lésée, et ça relibère des AMP, et rebelote, et en fait, on est en permanence dans un bain inflammatoire. Et vous allez voir que on est super gâté, parce que du coup, ça conduit... Alors là, on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule qui le premier est arrivé, est-ce que c'est parce qu'il y a des vaisseaux qui sont dilatés, ou est-ce que c'est parce qu'il y a de l'inflammation? Là, vraiment, personne ne connaît l'histoire, c'est vraiment l'histoire de l'œuf et la poule, mais on arrive sur une barrière dysfonctionnelle. Donc on va voir ce que c'est qu'une barrière dysfonctionnelle. Une barrière dysfonctionnelle cutanée, c'est extrêmement simple en fait. Votre épiderme, il est constitué de cornéocytes. Les cornéocytes, ce sont des cellules mortes qui sont très très utiles parce qu'elles protègent, si vous voulez, du milieu extérieur. Et ça, c'est ultra important. Au niveau papier scientifique et même clinique, il y a énormément de papiers là-dessus. Et c'est pas que la seule pathologie où il y a une barrière dysfonctionnelle. On a ça dans l'eczéma, on a ça dans le psoriasis, on a ça aussi dans l'acné. Bref, à chaque fois qu'il y a l'inflammation et de la vasodilatation, d'une manière générale, la barrière devient bien foireuse. Donc, c'est très très simple. Votre barrière, normalement, elle est comme ceci. Ce sont vos cornéocytes qui sont soudés avec des céramides et des lipides, mais c'est très complexe, on passe les uns aux autres. Et en fait, sous tous les processus inflammatoires, et puis on ne sait pas trop pourquoi, elle se met à ressembler au schéma, c'est-à-dire qu'elle laisse passer absolument tout et n'importe quoi. Et là, c'est vraiment un gros gros problème. Parce que, quand ça laisse passer tout et n'importe quoi, vos peptides antimicrobiens, là, qui sont déjà en surnombre, tout ce qui va se poser sur le visage, cosmétiques, pollution, enfin la liste est hyper longue, tout ce que vous voulez, eau, de l'eau, si, va déclencher encore la cascade inflammatoire. Puisque ces allergènes qui ne sont pas censés rentrer dans la peau, ils rentrent et rebelotent, c'est reparti, cascade inflammatoire, la peau est blessée, on appelle en renfort, bim, inflammation, voire jusqu'à aller papules et pustules. C'est pas la seule caractéristique des peaux de rosacée, j'ai envie de vous parler d'un ami à moi qui est Fripon. Fripon, c'est lui, Fripon le Demodex. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le Demodex? Le Demodex follicularum, comme son nom l'indique, est un petit parasite qui vit sur toutes les peaux. Il est là, il vit sa vie, il pond entre 20 et 30 œufs par jour, il est à côté du bulbe pileux au chaud, il sort la nuit, il mesure environ moins d'1 millimètre. Bon, lui, il vit sa vie, il bouffe du sébum, il bouffe des squames, bon, il est content, quoi, vous voyez. Et ce Demodex, en fait, quand la barrière est disruptée, quand la température augmente, merci les flushs, quand il y a beaucoup de signes d'inflammation, en fait, il va migrer des sourcils, des cils et des bulbes pileux pour aller coloniser un petit peu tout le visage des rosacéens. Et on en a énormément sur le visage. Alors, en soi, c'est pas vraiment la cause de la rosacée. De toute façon, si vous avez bien compris, la cause, on la connaît pas. Là, soyons clairs. Par contre, il joue un rôle fondamental, notamment dans les formes papillopustuleuses et avec beaucoup d'inflammation. Il s'avère que cette charmante petite bête, je sais, il y en a qui font déjà des cauchemars, notre petit fripon, il s'avère en fait que ce charmant petit animal n'a pas d'anus. Donc il bouffe, et puis quand il a bien fini de manger, il fait pouf, il pète. Bon, déjà, c'est pas glamour comme truc. Sauf que quand il pète, il libère de la chitine, qui est en fait son squelette, grosso modo, c'est sa carapace. Et en libérant sa chitine, devinez ce qui se passe? Il y a nos AMP là qui font
Comment? Bon, c'est des molécules, hein, c'est pas très intelligent des AMP, hein, vous voyez, c'est juste pour vous expliquer, hein, pensez pas qu'il y a un cerveau dans un AMP, hein. Donc nos peptides antimicrobiens, bim, ils se jettent dessus. Et en plus, là, il va y avoir un autre mécanisme, il va y avoir l'appel du système immunitaire adaptatif. C'est-à-dire celui qui reconnaît les ennemis. Et celui qui reconnaît les ennemis, vous connaissez très certainement, c'est les lymphocytes T, les globules blancs en fait. Ils vont aller se jeter dessus parce que on a remarqué qu'il y avait une sensibilité, hein, en plus, hein, vraiment ça rajoute une petite couchinette, au Demodex follicularum, à la chitine du Demodex follicularum. C'est-à-dire que très clairement, votre système immunitaire réagit à ça. Et ça donne quoi? Les papules et les pustules. Surtout les pustules d'ailleurs. Et cerise sur le pompon du gâteau, c'est un parasite, donc il a un tube digestif, et à l'intérieur du parasite, il y a une bactérie qui vit, donc les bactéries c'est beaucoup plus petit, qui est Bacillus olyranus, et cette bactérie, en fait, ben, dans les peaux de rosacée, pareil, hein, allergie, quoi. Enfin, du moins, ça met en route le système immunitaire. Donc quand il pète, non seulement la chitine appelle le système immunitaire, mais en plus, de l'autre côté, ça c'est tellement drôle, la bactérie qui est relâchée appelle aussi le système immunitaire spécifique. Et là, on est bien d'accord, ça répond de manière complètement démesurée. Hein. Je veux dire, là c'est wow, YOLO, papules et pustules. D'ailleurs, l'un des traitements de la rosacée, il y a grosso modo 2 molécules, sont des antiparasitaires, et ces antiparasitaires visent à buter le Demodex, et en butant le Demodex, notamment les 3-4 premières semaines, on se transforme en champ de pustules. Après, on est tranquille. Mais alors, par contre, les 3-4 premières semaines, c'est vraiment... Waouh. Ils sont tous en train de mourir en même temps, je vous explique pas. C'est l'hécatombe sur votre peau, hein. C'est pustulant. Donc voilà, Demodex, c'est notre ami, il faut l'aimer aussi, hein, comme diraient les inconnus. Bon, il a vraiment une sale gueule, il faut pas faire du délit de sale gueule, parce que sur les peaux non atteintes de rosacée, ça se passe très bien. Un tuyau, on commence déjà dès maintenant. Franchement, si vous avez beaucoup de papules et de pustules, changez votre thé d'oreiller très fréquemment, lavez-la très fréquemment pour pas vous réinfecter au Demodex. Tous les 2-3 jours, c'est pas une mauvaise idée. Bon, je vous ai dit un peu plus tôt, avec ce système inflammatoire là qui est complètement surexcité, votre système immunitaire qui est aux aguets du moindre Demodex qui pourrait passer, ou de la moindre huile essentielle, hein, parce que alors, typiquement quand vous avez la barrière disruptée, vous faites rentrer des huiles essentielles, alors là, allez, en avant la papule et en avant l'inflammation. Il y a quand même, du point de vue du généticien, un super avantage à avoir de la rosacée. Oui, oui, je sais. Du point de vue du généticien, la rosacée est une adaptation positive à l'environnement. On a exactement le même principe dans le psoriasis, et inversement, on a le principe inverse dans l'eczéma atopique. Je vous l'ai dit, sur les peaux de rosacée, il y a énormément de peptides antimicrobiens. Et dans le psoriasis, c'est pareil. Beaucoup sur les lésions de psoriasis de peptides antimicrobiens. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'un micro-organisme qui rentre en contact avec votre peau, il a 0 chance. 0 chance. Avoir une surinfection avec de la rosacée sur le visage, ça arrive très rarement, parce que votre système immunitaire, il est adapté positivement, il est là pour lutter. Vous avez, je veux dire, du sang de viking, donc faut pas déconner, ça rigole pas. Bon, sincèrement, on préférerait avoir une jolie peau, hein, on va pas se mentir, mais on va faire avec, c'est d'un petit avantage. Sachez que dans le psoriasis, c'est pareil, le psoriasis, ça s'infecte jamais. J'espère que vous avez bien compris, j'espère sincèrement avoir été clair, parce que c'est pas hyper simple, en fait, hein, d'expliquer la cascade inflammatoire et l'immunité sur YouTube en 3 minutes, hein. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Maintenant, on va passer à la partie petit détective, et c'est la partie là vraiment la plus intéressante. Comment donc je suis passé de cette photo où j'étais en inflammation complète, totale et absolue, à ça, même maquillé, bon bah on voit bien qu'il n'y a pas de rougeur, enfin ça va quoi. Eh bien j'ai joué au petit détective, qui s'appelle « Toi aussi, cherche ton poison ». Alors, avant de commencer à jouer au petit détective, vous allez vous équiper de 2 produits essentiels, hein, dans la prise en charge de la rosacée, qui sont un cahier et un stylo. Alors, pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas, de toute façon, sur mon blog,
la chasse aux détectives, j'ai déjà un document que j'ai rempli pour vous permettre en fait de faire votre suivi. Donc pourquoi ce cahier, ce stylo? Vous voyez, il a des petits onglets et tout, c'est pas pour rien. Tous les jours, il faut traquer vos déclencheurs de flush, vos déclencheurs de papules-pustules et vos déclencheurs d'inflammation. Parce que, comme vous avez bien compris les mécanismes, en fait, maintenant, vous avez des leviers pour agir dessus. Et je vais tous vous les citer après. D'accord? Je vais tous vous les citer et je vais vous dire sur quoi chercher. Dans votre cahier, au jour le jour, alors oui, c'est contraignant, vous allez noter tous vos déclencheurs. N'hésitez pas à utiliser celui que j'ai sur mon blog, hein, je vous mets le lien en dessous. Il y a un PDF avec voilà, tout ce que vous devez noter. Et ça, c'est vraiment super important, parce que quand vous connaîtrez vos poisons, qu'ils soient environnementaux ou qu'ils soient cosmétiques ou alimentaires, eh ben, vous verrez que ça ira beaucoup, beaucoup mieux, et même qu'à la rigueur, vous aurez presque plus besoin de médicaments, de traitements. On arrête de parler du Keio et du Kitty, mais en tout cas, ça c'est un truc qui doit vous accompagner pendant plusieurs mois pour pouvoir avancer dans la rosacée. Maintenant, on va parler des déclencheurs, et vous allez voir que tout ne se joue pas dans la cosmétique, loin de là. Le premier élément à mettre en cause dans la rosacée, c'est les variations de température, et je vais parler là de vos déclencheurs environnementaux. Premier déclencheur environnemental, donc les variations de température. Et ça, c'est super important. Alors là, vraiment, celui-là, c'est l'un des pires. Moi, en force de noter justement sur mon cahier mes déclencheurs et comment était ma peau à un instant T, je me suis carrément rendu compte que j'avais carrément un cycle dans l'année. Les moments où je suis le mieux, c'est au mois de octobre, novembre, décembre, parce que dans ma région, il fait à peu près 19 degrés tout le temps, donc j'ai pas du tout de variation de température. Qu'est-ce que je vous déconseille concernant la température? Hammam, sauna. Bon, ça, clairement, c'est pas pour vous. Surtout au hammam, il y a de l'eucalyptus. Alors là, c'est encore moins pour vous. Les douches très très chaudes aussi. Faites vraiment attention. Quand vous vous démaquillez le soir, faites gaffe à avoir une eau un peu tiédasse. Hein. C'est pas la peine d'aller mettre de l'eau très chaude. Ça déclenche de la vasodilatation. Ça, c'est vraiment hyper important à surveiller. Quand on est, par exemple, québécois, coucou les Québécois, je sais que vous me regardez, et qu'on vit dans des pays où il y a des très grosses variations de température. Bon, alors ça aide pas beaucoup. On a un peu la même problématique quand, par exemple, on a de la climatisation. Vous voyez, il fait 40 dehors, dans un magasin, il fait moins 4000. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Là, ce que moi je vous conseille, j'en ai déjà parlé sur Instagram avec mon post mini Ursus, c'est d'utiliser les sas. Vous savez, dans un magasin ou à l'hôpital, moi je travaillais à l'hôpital, c'était l'horreur quoi. Je veux dire, il faisait moins 4 dehors, il faisait plus 40 à l'intérieur. En fait, pendant quelques minutes, pour éviter de flusher, je rentrais en fait dans le sas, vous savez, avec double porte, là où il y a tout le temps des courants d'air, parce qu'il fait un tout petit peu moins chaud, et je restais quelques minutes avant de rentrer dans mon lieu de travail. Et ça peut vous aider pour contourner les flushs. Là, on est vraiment sur du préventif jusqu'à la fin de la vidéo, et la rosacée, plus vous prévenez les flushs, plus vous prévenez l'inflammation, moins les cercles vicieux se mettent en route. Deuxième élément fondamental dans la prise en charge de la rosacée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si ce deuxième élément, vous ne le gérez pas, c'est même pas la peine, vous pouvez arrêter la vidéo, vous perdez du temps. Mais vraiment, vous perdez un temps considérable. Je vous ai parlé dans les éléments environnementaux des UVA. Je vous ai parlé des UV. Je vous ai dit qu'ils déclenchaient en fait une réponse de blessure sur la peau et qu'il y avait une surproduction de peptides antimicrobiens. Eh bien, figurez-vous, ça va bien plus loin que ça en fait. Ça, c'est vraiment typiquement les UVA. Ceux qui ne se voient pas, vous vous faites irradier par le soleil, vous ne le sentez pas parce qu'il n'y a pas de chaleur, vous ne le voyez pas, mais c'est présent toute l'année. Et ça, c'est juste la partie UVA. Et en plus, cerise sur le pompon du gâteau, les UVB, eux, ils sont responsables d'angiogénèse. C'est-à-dire que les UVB, eux, là, quand ils arrivent sur votre peau, c'est ceux qui brûlent, qui créent les brûlures de l'été, les coups de soleil, eh bien, ils sont responsables de l'angiogénèse, c'est-à-dire de création de nouveaux vaisseaux sanguins.
Est-ce que vous pensez vraiment que dans la rosacée, c'est quelque chose qui est nécessaire d'avoir des nouveaux vaisseaux sanguins? Non, non, non. Déjà, l'inflammation nous colle les vaisseaux sanguins, la vasodilatation nous recolle les vaisseaux sanguins. Bon, sincèrement, on n'en a pas besoin de plus. Donc la prise en charge environnementale au niveau des UV, elle est fondamentale. Il vous faut un solaire et une politique d'éviction solaire ou d'évitement du soleil. Sincèrement, à partir du moment où vous sortez, regardez, hop, je l'ai ici, vous mettez votre casquette, votre chapeau, vous remettez du solaire, faites vraiment hyper gaffe. Oui, c'est pas la peine de me demander en commentaire quel solaire tu conseilles. Suivez-moi sur Instagram, j'en parle souvent. Et oui, je vous fais une vidéo un peu avant l'été, en avril-mai, là, au mois de mai, je crois. Mi-mai, sur les solaires et les solaires que j'utilise. Ça, c'est vraiment ultra important parce que à partir du moment où vous faites irradier par des UVA, et je vous le rappelle, hein, je vous le redis encore, les UVA, on ne le sent pas sur la peau, on ne les voit pas, je veux dire, c'est invisible, incolore, inodore. Pensez à la radioactivité, hein, où vous sentez rien, vous voyez rien, puis en fait vous êtes brûlé, et c'est un peu la même idée. Alors bon, c'est pas du tout le même type de radiation, hein. La radioactivité, c'est un peu plus fatal. Mais très clairement, c'est la même idée. Hein. Les UVA, on les voit pas, on les sent pas, quoi. Et ces UVA-là, ils vont déclencher la production de vitamine D, ils vont déclencher des lésions, et ces deux éléments, bim, inflammation. Vous verrez, portez du solaire toute l'année, ou protégez-vous du soleil avec du casquette, ou mieux, faites les deux, et votre rosacée, elle ira bien mieux, même en hiver. Ah. On a parlé des UVA, des UVB, et vraiment de tout ce qui vous fait flusher, hein, donc les variations de température. On va parler maintenant aussi du sport. Est-ce que, du coup, le sport, oui ou non? Oui et non. Très clairement, le sport, si on fait une grosse activité d'endurance, par exemple, vous allez avoir un flush. Obligatoirement, hein, enfin je veux dire, je n'apprends rien, quelqu'un qui fait un marathon, quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait un effort physique, il devient rouge. Bon, nous, c'est encore pire. Donc du coup, le sport, oui, mais dans des conditions. Par exemple, je vous donne mon exemple, moi je faisais, puisqu'on est en plein confinement, donc je ne fais plus du tout, je faisais de la muscu. Tout simplement parce que ça me faisait pas trop rougir le visage, et j'avais tous les bénéfices. Un autre truc, c'est la marche à pied, tout simplement, ou encore la piscine, où en plus l'eau est plus froide, donc on est rafraîchi. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment super intéressant. Mais les gros sports d'endurance hyper violents, non, ça va vous induire des flèches sur le visage, et ça, c'est pas une bonne idée. Est-ce que vous avez de l'intérêt à faire du sport? Totalement. Pourquoi? Parce qu'on fait du sport, en fait, vous diminuez votre taux de cortisol et vous diminuez votre tension artérielle. Votre tension artérielle diminue et il y a une meilleure régulation de vos flèches. Et en plus, on arrive, avec l'avantage des endorphines qu'on produit en faisant du sport, à être moins stressé. Et c'est le point suivant justement, le stress et la route. Le stress a une incidence globale sur votre corps et c'est une vraie chienlit. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas que dans la rosacée que ça pose problème. Hein. Globalement, c'est vraiment un truc tout pourri, l'anxiété et le stress. Je veux vous prendre l'exemple québécois que j'ai récemment, Tabernac. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Mon ami, comme tu dis. J'aime beaucoup le Québec, hein. J'adore le Québec. Voilà, il me tarde qu'une seule chose, c'est d'y retourner. Et ce jeune homme m'a écrit il y a 3 jours, et il fait de la rosacée depuis peu de temps, là, depuis 4 mois, depuis 4 mois, et c'est l'enfer, et il le vit mal, évidemment, ça lui prend la tête, et je vous donne en mille, beaucoup d'anxiété là-dessus, mais à cause du fait de faire le flush. Et le problème, c'est que quand on est anxieux comme ça, c'est ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, déjà, regarde mes photos avant-après, en 4 ans, il y a eu du progrès, regarde, il y a plein de gens qui ont eu beaucoup de progrès, il faut que tu élimines l'anxiété de ta vie. Et clairement, c'est hyper important. En fait, ça le stresse tellement, il a tellement d'anxiété par rapport, ne serait-ce qu'à sa rosacée, sans parler des autres pans de sa vie, qu'en fait, il fait beaucoup de flush. Encore plus. Et là, très clairement, il faut faire un truc contre ce stress. Il faut se le lever, absolument. Alors, j'ai pas de recette miracle. Moi, des fois, je fais un peu d'ASMR, je suis un peu footiste aussi en vieillissant, ça aide, hein, c'est sûr que si ça marche pas, ça marche pas. Mais le stress, très clairement, a une incidence directe, parce qu'on augmente les quantités de cortisol, on augmente la quantité d'adrénaline, et on sait très bien que cortisol et adrénaline, c'est vasodilatateur. Donc c'est tout à fait pas ce qu'on a besoin. Clairement, le stress, il faut vraiment que vous le gériez. C'est un truc vraiment
absolument nécessaire. J'ai pas de recette miracle, hein, faites du sport, du yoga, ce que vous voulez, mais surtout, détendez-vous, et vous verrez, votre rosacée ira beaucoup mieux. Un autre point qui est, plus on avance en fait dans les points, plus on va vers des leviers que vous avez vraiment à portée de main. Un autre point qui est ultra important, c'est l'alimentation. Alors ça, j'ai envie de vous dire, là il y a vraiment des déclencheurs à détecter. Là, il y en a plein, quoi. Au niveau alimentation, c'est vraiment au niveau des suivis des déclencheurs, mais même au niveau de stress, hein, vous notez vos déclencheurs de stress, hein, vu plus tôt. Vous voyez si votre stress a un impact ou pas, hein, vous voyez si votre alimentation a un impact ou pas. Il va falloir rentrer dans le détail de votre alimentation pour voir s'il n'y a pas des trucs qui paraissent complètement anodins. On va prendre des exemples. Et pourtant, vous déclenchent de la rosacée, mais alors du feu de Dieu. Il y a quand même des aliments qui sont ultra connus pour déclencher de la rosacée, au même titre que les variations de température. Le premier aliment, hein, c'est l'alcool, en fait, hein, c'est-à-dire les boissons alcoolisées, et tout à fait en haut, grâce à ces tanins, numéro 1 de chez numéro 1, le vin rouge. Alors lui, celui-là, normalement, il vous colle le feu aux joues direct. Mais bon, ça, c'est pas chez tout le monde. Donc l'alcool, j'ai envie de vous dire, avec même pas modération, hein, vous prenez, vous dégagez. Hein, voilà, voilà, hein, c'est clair et net. Une fois par an, pas plus, clairement, alcool égale flush de rosacée. Alors un autre aliment qu'il faut, j'ai envie de vous dire, un peu fuir en courant, c'est pas bien compliqué, ce sont tous les aliments qui vont vous provoquer une vasodilatation. Donc, globalement, toutes les épices. Alors, pas toutes, mais les épices qui contiennent la capséine notamment, donc tous les piments, poivres y compris, bah, ceux-là, c'est à vous de tester, c'est à vous de les détecter, mais globalement, en général... Donc les currys ultra épicés, moi j'adore ça, hein, c'est un peu mon problème. Bon, bah pas trop souvent, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Autre élément dans l'alimentation, dans les vasodilatateurs, et là c'est moi qui l'ai détecté, c'est mon exemple, moi c'est le chocolat noir, très très noir, à 90% de cacao. Très clairement, ça me colle des flashs après. Donc voilà, je vous donne mon exemple, c'est à vous de les détecter, ce n'est pas une vérité générale du tout, hein. Il y a des gens qui vont pouvoir manger des piments et de la rosacée, ça ne posera pas de problème. Bon, on va pas se mentir, c'est rare, hein. Et il y en a d'autres qui ne pourront pas manger un carré de chocolat. J'en ai de la chance. Également, si vous avez des pathologies dites de comorbidité, de type cœliaque, comme moi, il faut clairement traiter ces pathologies-là. Bon, par exemple, moi, cœliaque, bah, il ne faut pas que je mange de gluten, parce que ça crée un bruit inflammatoire de fond, et que bah, ça réactive aussi la rosacée. Donc vous avez tout bénéfice, par exemple, comme pour moi, de ne pas manger du gluten. Je dis bien, si vous êtes intolérant au gluten. Si vous ne l'êtes pas, ça ne veut rien dire. Vous ne mettez pas à arrêter de manger du gluten, parce que moi, je suis intolérant cœliaque. Vous voyez, c'est pas vous. Vous avez bien compris. Vous n'allez pas me faire du nanin, hein, on est d'accord. Non, parce que je le vois arriver. Ah, mais t'as dit qu'il fallait pas manger du gluten. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne pouvais pas manger du gluten. Pareil pour tous les autres types d'intolérance, lactose, pour Crohn, etc. Diminuez votre bruit inflammatoire. Le deuxième point hyper intéressant dans la rosacée, c'est la partie microbiote. Alors, je sais très très bien que le microbiote est ultra à la mode, hein, ultra à la mode, et que on essaie de tout lui coller dessus. Et qu'on fait même carrément des analogies entre le microbiote intestinal et visage, à savoir qu'on essaye des trucs qui marchent sur l'intestin, sur le visage, sans partie expérimentale, vous voyez. Donc le microbiote, oui, mais pas le microbiote marketing. Hein, voilà, c'est tout ce que je voulais fermer la parenthèse, mais vous allez voir que, en prenant soin du bide, en général, ça va mieux sur la tronche. Il y a une étude américaine de grande ampleur, en fait, qui a montré qu'en améliorant, en fait, les symptômes gastro-digestifs, en améliorant la flore cutanée des intestins, on avait une diminution des flushs de la rosacée. Et j'ai testé moi-même, c'est clairement et nettement le cas. Hein, ça, il n'y a pas photo là-dessus. Quand on mange mieux, bizarrement, on flush moins. Bon. Alors, comment on mange mieux? L'étude, elle a été hyper claire. À aucun moment, l'étude, elle vous dit manger des capsules avec des microbiotes. Elle dit, pour améliorer l'état du microbiote intestinal in extenso, celui du visage, vous mangez plus de fruits et de légumes. Voilà ce qu'elle dit.
À aucun moment, elle vous dit filez à la pharmacie, achetez des compléments alimentaires. Clairement, on n'en est pas là-dessus. D'ailleurs, un point sur les compléments alimentaires. Ils sont pas tous top pour la rosacée, virgule, loin de là. Notamment la vitamine B3. La vitamine B3, au niveau alimentaire, donc pas le niacinamide du visage, mais vraiment la niacine, qui est sa molécule sœur, bon je passe les détails, colle des flushs. Donc si vous avez de la vitamine B3 dans vos vitamines du matin, essayez de les fuir. Voilà, je ferme la parenthèse. Au niveau du microbiote intestinal, moi, ou vraiment anecdotiquement, donc c'est moi, en dehors de cette étude qui est très sérieuse et qui montre qu'il faut manger plus de fruits et de légumes, crus et cuits, je me suis mis depuis, je sais pas, plusieurs mois là, à changer mon alimentation. Et c'est hyper rigolo parce que j'avais des envies, vous savez, vraiment des envies de manger certains trucs, alors que c'était pas trop dans mes habitudes en fait alimentaires. J'avais vraiment ces derniers mois là des envies particulières. Je mangeais plus du tout de yaourt par exemple. J'ai eu envie de manger du kéfir et du skyr, vous savez ce yaourt fermenté. Et puis j'ai eu des envies de choucroute quoi. Bon oui, non mais je sais. Hein. Bref, il faisait froid, c'était ça quoi certainement. Et en fait, je mangeais mon chou à choucroute bio là, vous voyez, toutes les semaines. Et j'ai eu vachement d'amélioration sur la quantité de flèches. Qu'en fait, les aliments fermentés, notamment le chou, c'était super pour le microbiote parce que ça apporte le support, les fibres, et en même temps de super bactéries lactiques. Donc, j'ai envie de vous dire, mangez du chou fermenté, je peux vous donner des exemples. Donc le chou de la choucroute, très bien. Vous avez également le kéfir, mais qui est fait à base de lait, donc bon, vous pouvez ne pas supporter. Le troisième aliment qu'on a, c'est également le kombucha, qui est une boisson à base de thé fermenté. Et le dernier, que moi j'aime beaucoup, mais qui a un petit défaut pour nous dans la rosacée, c'est le kimchi. Le kimchi, c'est du chou fermenté, donc c'est vrai qu'on tourne beaucoup autour du chou fermenté, mais qui est très épicé. Donc moi j'en trouve un qui n'est pas trop épicé, mais en généralement il y a beaucoup de piment à l'intérieur, donc c'est-à-dire que c'est bien d'un côté et moins bien de l'autre. Mais autrement, votre portion de chou, bon, sans les saucisses, hein, allez pas me bouffer du chou et des saucisses tous les jours, quoi. Eh ben, ça améliore sacrément le truc. Tant qu'on est sur cette histoire de microbiote, il faut savoir quand même qu'il y a une étude qui a montré qu'à 15-20% des cas, ce qui n'est pas beaucoup, il y avait une infection à Helicobacter pylori, avec donc des reflux gastro-œsophagiens, dans l'estomac, et qui est notamment responsable des ulcères gastro-duodénaux, donc de l'estomac. Et il s'avère que dans 15% des cas de rosacée, ce qui n'est pas beaucoup, en 10-15% je crois, il y avait une surpopulation d'Helicobacter pylori, donc ça peut être quelque chose à explorer également. Moi j'ai pas fait l'exploration. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, vous surveillez votre alimentation pour voir bien s'il n'y a pas des aliments qu'on pourrait ne pas suspecter d'ailleurs, qui pourraient vous coller des flèches. Vous améliorez votre microbiote cutané en mangeant du chou fermenté, du kombucha, du kéfir, ce que vous voulez. Je vous le donne en 10 000. On a vu l'alimentation. Qu'est-ce qu'il nous reste à surveiller? Eh ben l'aspect topique, donc les cosmétiques. Sur les cosmétiques, il y a beaucoup à dire. Vraiment énormément à dire même. Ce sera pas dans cette vidéo. Les conseils vraiment sur les cosmétiques, ça viendra dans la vidéo prochaine, qui sera d'ailleurs en partenariat avec Isis Pharma, qui fabrique la gamme Ruboril, qui est une gamme quand même ultra bien pensée pour les rosacéens. Bon, je crois que je vous surprends pas trop, ça fait un peu 3 ans que j'en parle. Bon, c'est pas une grande surprise pour vous ce partenariat avec Isis Pharma, parce que j'utilise leurs produits depuis 3 ans. Ils sont hyper bien pensés pour le rosacée, et je vous le donne en 10 000, la personne qui les a pensés, justement ces produits, a de la rosacée. Ce qui fait très clairement, à mon sens, une grosse différence. Bref, on en parle la semaine prochaine, vous allez voir, il y a des pépites que j'ai jamais vues ailleurs, en fait, tout simplement. Maintenant, on va parler donc des généralités sur les cosmétiques. Je vais vous donner quelques indications, mais surtout, ce que vous devez éviter, ça, on va être bien clair, et ce que vous pouvez utiliser, et là on sera un peu moins clair, on aura plus de réponses semaine prochaine. L'association américaine de rosacée, que vous pouvez trouver sur rosacea.org, fait un énorme travail de fond, notamment d'épidémiologie,
et elle fait vraiment beaucoup d'enquêtes auprès de patients, donc c'est les dermatologues qui posent l'enquête aux patients, qui ont de la rosacée. Et du coup, ça a été, il y a 3 ans, mon point de départ pour trouver mes déclencheurs topiques, c'est-à-dire les déclencheurs induits par les cosmétiques. Et vous allez voir que notamment des sondages qui ont été effectués est très intéressant. Ce sondage, en fait, ça portait sur 1023 patients qui avaient de la rosacée. Il est assez vieux, hein, il doit dater de début 2000, mais on s'en fout, c'est toujours d'actualité, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce sondage? En fait, ils ont demandé, c'est des questions oui ou non, aux 1023 personnes, est-ce que ça vous donne des flushs ou une aggravation de votre rosacée? Oui, non. Donc les pourcentages, c'est le pourcentage de personnes qui ont répondu oui. Vous voyez, c'est pas le pourcentage de la population globale, hein. C'est le pourcentage de personnes qui, à une question, à un élément, ont répondu oui ou non. Voilà, je voulais juste que vous compreniez bien. On va voir dans les grandes classes cosmétiques déjà qu'est-ce que disent les gens au niveau de ce qui les provoque irritation, inflammation et rosacée finalement. Sur la population féminine, puisqu'ils ont fait le distinguo entre les hommes et les femmes, puisqu'effectivement on n'utilise pas nativement forcément le même produit, hein. Par exemple la mousse à raser chez les femmes c'est un peu plus rare. Qu'est-ce qu'elle déclare? Elle déclare qu'à 49,5%, donc 50%, les toners astringents provoquent des flushs. Donc il y a la moitié, 600 personnes là, qui disent « Moi, ça me provoque des flushs, les toners astringents ». Ensuite, juste derrière, il y a le savon. Donc savon, vraiment le savon. 40% qui disent que le savon provoque des rougeurs. Les agents exfoliants à 34%, c'est pas très étonnant. Le maquillage à 29%, les parfums et l'eau de cologne carrément qu'on met sur le corps à 27%. À titre personnel, vous avez une bougie parfumée derrière moi. J'ai des gros soupçons quant aux bougies parfumées au niveau rosacée, parce que j'ai remarqué que cet hiver, j'en ai fait beaucoup brûler et j'avais beaucoup plus de flare-up, et que les jours où j'en mettais pas, j'en avais moins. Bref, les hydratants arrivent à 25%, donc il n'y a plus qu'un quart des personnes qui disent que les hydratants provoquent des flushs. Et enfin, les sprays à cheveux, oui, c'est pas négligeable parce que ça vole bien sur le visage, 25%. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On va pas rentrer dans les détails. Le savon, évidemment, qui provoque des flushs, oui, le pH n'est pas du tout adapté. Oui, le savon, en tant que savon, c'est-à-dire pas un pain dermatologique, à fuir. Voilà, clair et net, ça, vous mettez dehors. Les agents exfoliants, c'est pas hyper surprenant. Donc les agents exfoliants, qui soient gommage mécanique, alors bon, les gommages mécaniques, ça vous fuyez. D'ailleurs, on va faire un aparté tout de suite. Au niveau des déclencheurs, je ne l'ai pas dit un peu plus tôt, mais alors il y en a quand même un qui fait partie du lot, c'est tout ce qui est frottement, hein. Évitez de vous toucher un maximum la peau. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Les brosses là nettoyantes, vous fuyez en courant. Si vous voulez utiliser des appareils, faites en sorte, moi j'en utilise, mais qui soient très lisses, en métal. Vous verrez ce que j'utilise dans une autre vidéo, c'est pas le sujet du jour. Mais les brosses nettoyantes, les exfoliants, les gommages mécaniques, de toute façon, bon, ça va fuir pour tout le monde. Ce n'est absolument pas pour les rosacéens. Vraiment, avec une grande parcimonie, on parlera un autre jour des distinguos dans les acides, etc. Mais globalement, les acides AHA, PHA, BHA, donc acide salicylique, les gommages et la vitamine C, sur une peau de rosacée, c'est très clairement ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en place, et avec, au niveau des irritations, le moins de gains. Voilà, si vous avez des choix à faire, ce sera vraiment en dernier. On a vu donc que le maquillage pouvait aussi créer des rougeurs, le parfum appliqué sur le corps aussi, hein, donc il y a 25% qui répondent. Et on va voir maintenant un peu plus dans les détails au niveau des ingrédients, parce qu'ils ne sont pas juste posés la question des classes. Voilà. Ils ont posé également la question des ingrédients. Et là, ça commence à devenir carrément significatif. En numéro 1, mais alors l'ingrédient qui arrive, je veux dire tout à fait en haut, puisqu'il arrive à 66% des réponses, dont pratiquement 800 personnes, ce qui est quand même colossal, l'alcool. Alors là, ça c'était juste évident. Et d'ailleurs, la question, les toners astringents et les toners purifiants, là, je ne sais pas comment ils ont nommé ça, généralement, il y a énormément d'alcool à l'intérieur. Donc ça arrive tout à fait en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça véhicule vraiment au sein de la peau d'autres actifs, et que c'est complètement déshydratant et irritant. Clairement,
alcool, essayez de fuir. Comment reconnaître l'alcool dans un produit cosmétique? C'est marqué soit comme ceci, alcool, soit alcool dénate. En aucun cas, si vous avez autre chose écrit à côté de alcool, par exemple cétéaryl alcool, là, ça n'a rien à voir, c'est un alcool gras, et celui-là, il est bénéfique pour votre peau, il est même très intéressant. Mais si vous voyez virgule, alcool, virgule, là, c'est de l'alcool. Et puis de toute façon, ça sent. Hein. Donc ça, par exemple, sur les pots de rosacée, vraiment, fuyez au courant. Je ne suis pas tout seul à le dire, il y en a 800 qui ont été interrogés, qui disent « moi, l'alcool, au secours ». Au niveau des ingrédients, Satan, je l'appelle comme ça, déclaré donc à 30%. C'est colossal sur une population, 30% de personnes qui vous disent « ça, je réagis très mal ». C'est beaucoup sur 1200 personnes. Le witch hazel, avec un autre nom, le witch hazel que vous connaissez certainement, c'est l'amamélis. Et l'amamélis, c'est un produit qui est ultra astringent, qui est génial pour les peaux grasses, qui vous enlève les pores, fabuleux, mais qui est ultra sensibilisant. C'est un enfer. Alors, je vais être bien clair avec vous, moi, toutes les conneries, il y a 4 ans, je les ai faites. Je veux dire, au début, je mettais que des produits bio, vous voyez, mais vraiment que ça. Je mettais que ça parce que je pensais que c'était un problème qui était, vous voyez, de cosmétiques conventionnels. Alors, pas du tout, n'importe quoi. Parce que, en fait, quand on regarde sur Internet, on trouve ce genre d'informations qui ont l'air fiables. En fait, elles ne le sont pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vous disent de mettre de la mamélis sur une peau de rosacée, quoi. Alors, on va être bien clair, la mamélis, ça va marcher. Mais ça va pas marcher longtemps. Ça va marcher 1 mois, 2 mois, peut-être même une journée. Et puis au bout d'un moment, vous vaporisez votre eau florale d'amamélis, et là, YOLO! Vous vous retrouvez complètement explosé. Je vous garantis, je l'ai fait. Oui, évidemment, j'y suis passé avant. C'est pas pour me lancer des fleurs du tout, mais mon blog n'existait pas à l'époque. Je serais tombé dessus, j'aurais été vraiment content de l'approche. Enfin bon, bref. Bref, maintenant ça existe. Donc, amamélis, vous fuyez en courant. 29,5%, donc juste derrière, vous voyez, on y est, qui réagissent au parfum. Alors ça, quelle surprise! Je sais, je pense que personne n'en a jamais entendu parler. Donc les parfums dans les produits cosmétiques, notamment en Union Européenne, aux États-Unis c'est pas la même chose, en Union Européenne il y a un étiquetage obligatoire des 24 ou 7 ou 8, je ne sais plus, allergènes liés au parfum. Bon, alors le petit problème, c'est que, ça c'est ceux que l'Union Européenne a listés, mais en fait ils veulent agrandir la liste à 90. Oui, donc très clairement, on est loin de la liste totale. Ce que je veux vous dire, c'est que le parfum, quand il y a marqué dans la liste d'ingrédients comme ceci, parfum, clairement, c'est pas un produit qui est forcément pour vous. Même s'il est marqué testé hypoallergéniquement, blablablou, quoi. Franchement, si c'est un produit anti-rougeur, ce que vous voulez, il n'y a pas à avoir de parfum dedans. C'est pour une peau sensible. On sait très bien que, avec vous savez, notre cycle inflammatoire tout pourri, là, le produit rentre, les AMP, YOLO, ils sont produits à fond les ballons, les mastocytes, les lymphocytes rappliquent, et allez hop, c'est parti, et on est reparti pour un cercle. Donc vraiment, le parfum, fuyez-le à tout prix, quoi. Vous avez une chance sur 3 d'y réagir, c'est colossal. Et les autres types de parfums, et alors ceux-là, c'est hyper pernicieux parce que c'est des naturels, et qu'on pense qu'en fait, que parce que c'est pas marqué parfum ou parfum de synthèse, c'est mieux, mais même moi je l'ai fait, c'est toutes les huiles essentielles parfumées et parfumantes. On cite l'huile de rose, Satan numéro 1. Là, j'ai vu un produit chez Ambryolis, une brume, j'ai sauté au plafond, ça s'appelle Rosamélis. Donc, c'est de l'eau de rose avec de la mamélis. Bon, là, autant vous dire... Ouh, ça va être rigolo sur une peau de rosacée ou sensible. On doit bien se fendre la poire avec ce produit. Mais bon, il n'y a pas marqué que c'était pour peau sensible, voilà. Donc, la rose, la lavande, l'ylang-ylang, l'orange, le citron, bref, en fait, un peu tous les trucs, le jasmin c'est pire que tout. Le palmarosa, l'huile de palmarosa, qui contient 3 tonnes de géraniol, toutes ces huiles essentielles-là, tous ces extraits végétaux, s'ils ne sont pas désodorisés, clairement, c'est la vie simple pour les emmerdes. Mais vraiment, je veux dire, vous n'avez aucun bénéfice à les utiliser. L'huile de lavande, je veux dire, scientifiquement parlant, mis à part sentir bon et détendre l'esprit, elle sert à quoi? Je veux dire, elle sert à quoi? Donc non seulement ces huiles essentielles-là sont pas faux-folles sur votre peau,
Parce que clairement, elles vont entraîner de la sensibilité cutanée, c'est sûr. Alors je sais, parmi vous, je vais avoir les défenseurs des huiles essentielles parfumées qui vont venir me dire « Oui, mais Francis, moi, ça fait 5 ans que j'utilise de l'eau de rose et j'ai pas de problème. » Ah ben super, mais enfin, en même temps, je vais pas répandre ce genre de conseils. Hein, la preuve, en fait, sur 1200 patients testés, 30% réagissent au parfum. Bon, bah, au bout d'un moment, j'ai pas envie de faire partie des 30%. Ouh là là, je m'agace. Vous voyez. Après, alors, pareil, il faut pas s'agacer parce que ça donne des rougeurs. C'est très mauvais pour la peau, donc faut rester zen comme ça. Des fois, quand je lis les commentaires YouTube, je prends une tisane relaxante et j'ignore le commentaire. Parce que vraiment, il y en a 2-3 qui mériteraient des baffes. Donc, le parfum, 30%. Menthol qui arrive derrière à 21%. Oui, alors là, c'est le menthol, si vous voulez. Bon, là, carrément non. Hein, vasodilatateur de premier ordre. Gingembre aussi sur la peau, on évite. Cannelle aussi, tout ça. Ensuite, la menthe poivrée. Bon, bah évidemment, menthol, menthe poivrée, bon, arrive à 20%. 14% l'huile essentielle d'eucalyptus. Bon, j'ai envie de vous dire, on a quand même tous ces produits-là qui très clairement vont augmenter la sensibilité à la rosacée. Il y en a un qui n'est pas dans la liste, et je sens que je vais encore me prendre des commentaires horribles, mais je m'en fous. Il y a notamment un conservateur très décrié dans la tolérance cutanée. Et là, je suis à peu près sûr que vous vous attendiez à ce que je dise le phénoxyéthanol. Non, pas du tout. Pas de bol. Et ce conservateur, il est pas du tout dans le conventionnel, il est dans le bio. C'est l'alcool benzyle, en fait, et qui est souvent associé à l'acide dihydroacétique. C'était l'un d'entre vous, il y a longtemps, il y a 1 an et demi, qui m'avait parlé, qui avait répondu sur un de mes articles de blog, et qui m'avait dit « Mais Ursus, est-ce que tu as fait gaffe à ce conservateur, donc le benzyl alcool, en bio, parce que c'est peut-être ça ton problème. » Et effectivement, chaque fois que je retombe sur ce conservateur, ça me flingue la peau. Mais peut-être, si vous avez ce conservateur, que l'on retrouve aussi en conventionnel, ben, peut-être que si ça se passe mal, c'est un peu le problème. Donc faites gaffe à ce conservateur quand même. Le phénoxyéthanol, lui, il observe plutôt une bonne tolérance, même si, très clairement, on peut être totalement allergique au phénoxyéthanol ou sensible. Hein. Je veux dire, là, on va commencer à rentrer dans le spécifique, j'ai envie de vous dire. Mais celui du bio, là, méfiance, sachant qu'il y a quand même des conservateurs en bio qui sont hyper bien tolérés. Je me rappelle plus celui du Yellow Plasma, mais il est ultra bien toléré, mais sauf qu'ils sont ultra chers, ce qui fait que on les retrouve pas souvent. Voilà. Donc au niveau de vos produits cosmétiques, au niveau des choix des produits, pas d'alcool. Sincèrement, c'est le pire truc que vous pouvez faire. Peut-être, je dis bien peut-être sur votre solaire, parce que s'il est très beau et que vous n'avez pas le choix, vous aurez peut-être du bénéfice à utiliser un solaire avec alcool, tant pis, j'ai envie de vous dire. Pas de parfum, vraiment pour les rosacées, pas de parfum, mais sous toutes ses formes. Qu'il soit parfum synthétique, hypoallergénique, je ne sais pas quoi. Qu'il soit également parfum naturel, enfin par extrait de plantes, donc on les a déjà cités. Tout ça, vraiment, vous fuyez. Quand vous lisez vos étiquettes de produits cosmétiques qui sont d'origine européenne ou même coréenne, puisque les Coréens le mettent aussi, lisez bien les petites étoiles à la fin, avec les produits qui sont connus pour être allergisants, citronellol, géraniol, eugénol, etc. Sachant que, par exemple, le géraniol, c'est ce qui donne l'odeur de rose à la rose. Vous savez que vous avez du géraniol qui, très clairement, va vous coller de l'inflammation. Franchement, il ne faut pas chercher midi à 14h. Maintenant, je ne vais pas vous faire une liste des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. On verra ça plutôt la semaine prochaine avec Isis Pharma. J'ai pas vraiment envie de vous faire une liste de courses parce que je trouve ça débile. Dans cette vidéo, sincèrement, ce que je veux, c'est que vous soyez autonome et vous puissiez choisir vos cosmétiques tout seul. Qu'ils soient bio, pas bio, on s'en fout complètement. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez avoir des armes en vous disant... ce serait pas mal que je puisse me débrouiller tout seul sans avoir à envoyer un message privé à Ursus toutes les 20 minutes. Oh, vous cochez pas, je sais très bien, vous regardez cette vidéo, hein, c'est bon, je peux citer des noms. Bref, trêve de plaisanterie, on va voir la façon dont je procède pour détecter les poisons qui me provoquent de la rosacée. On revient au début de la vidéo avec ça. En fait, je note au jour le jour. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de le faire parce que je connais vraiment mes poisons et j'en ai encore découvert un il n'y a pas très longtemps.
Je note au jour le jour, en fait, vraiment tout ce que je mets sur ma peau. L'un des avantages quand vous avez un doute de beaucoup de nouveaux industriels, je pense notamment à Deciem avec The Ordinary, dont la lampe est juste là, c'est que The Ordinary, par exemple, il va faire des formules très courtes. Il va faire également des produits où il n'y a qu'un seul produit à l'intérieur, par exemple Squalane. Et si vous avez un doute, vous pouvez peut-être faire un patch test avec un petit produit à 6 €. Alors, du coup, c'est mieux d'avoir des produits avec le moins d'ingrédients possible. De toute façon, ça, c'est plutôt une réalité dans l'ensemble de la rosacée. Plus vous avez d'ingrédients, plus vous avez de risques, en fait, tout simplement, de réagir à certains d'entre eux. Et avec des listes d'ingrédients de 4, 5, 6 ingrédients, vous avez déjà une idée de ce qui pourrait provoquer des rougeurs et de l'inflammation. Maintenant, on va parler de moi, mes poisons. Disclaimer à ce moment de la vidéo, ce sont mes poisons. Les miens. Ce sont donc des exemples pour vous dire, cherchez les vôtres. Mais vraiment, je rigole pas. Vous dites pas, mais je vais enlever tout ça parce que je suis comme Ursus. Non, mais vraiment, l'immunité, c'est hyper spécifique à chaque individu, quoi. Les premiers des poisons que j'ai identifiés il y a très longtemps, c'est l'acide hyaluronique. Alors, pas tous les acides hyaluroniques. Mais alors, les bas poids moléculaires, notamment, je vous en avais parlé dans ELMW de Green Keratin, mais aussi dans Subcu Skin, voilà, de chez Hylamide. Alors moi, ça me fout en vrille, mais alors d'une force, mais alors vraiment violent. Hein. Celui-là, sur moi, je sais que l'acide hyaluronique, par exemple, hydrolysé, c'est comme ça qu'on trouve le nom d'ailleurs dans les listes d'ingrédients, acide hyaluronique bas poids moléculaire, ça passe pas bien du tout, quoi. Vraiment, moi, c'est vraiment promoteur d'inflammation sur ma peau, je le sais pertinemment. Voilà, c'est une piste, ce n'est qu'une piste. Par contre, les hauts poids moléculaires, très clairement les formules un peu anciennes qui ont 15 ans, hein, moi, ça pose pas de problème. Voilà. Bon, ça, c'est à vous de déterminer ça, sachant que sur une liste d'ingrédients, c'est rarement possible de faire le distinguo, en fait, entre les deux. Entre bas poids moléculaire, haut poids moléculaire, moyen poids moléculaire. Si vous avez marqué acide hyaluronique hydrolysé, très clairement, ça va être moyen et bas poids moléculaire. S'il y a marqué sodium hyaluronate, c'est le fourre-tout. Donc là, vous savez pas. Et là, c'est un peu la surprise quand on essaye le produit. Bon. Le deuxième poison, entre guillemets, c'est pas poison, j'utilise ce terme parce que c'est parlant, mais bon, qui moi, clairement, me colle, mais de l'inflammation, ce sont les huiles. Alors vous allez me dire, les huiles, Ursus, mais n'importe quoi. Il y a des huiles qui sont super bonnes dans le cadre de la rosacée. Et effectivement, je peux vous en citer dès maintenant. Il y a des huiles notamment végétales qui sont topissimes dans le cadre de la rosacée. Et en particulier l'huile de chanvre qui peut, sur les rosacées, même un peu inflammatoires, vous aider à calmer et entretenir en fait vos vaisseaux sanguins. Vraiment, elle a un équilibre lipidique qui est très intéressant. L'huile de marula aussi, mais bon, par contre ça c'est pas le même prix, extrêmement intéressante aussi. Vraiment, essayez déjà ces huiles, vous aurez vraiment certainement des avantages. Moi, sur ma peau, très clairement, si je mets des huiles, mais c'est une horreur, quoi. Mais c'est une horreur. Et on va prendre l'exemple d'une huile qui n'en est pas une, hein, c'est pas une huile végétale, enfin, c'est pas une huile, hein, c'est le squalane, qui est dérivé de l'olive. Le squalane, sur ma peau, mais c'est Satan. C'est un produit qui ne pénètre pas la peau et qui est naturellement présent dans le sébum. Mais moi, je me mets ça sur le visage, je mets des produits avec beaucoup de squalane à l'intérieur. Alors pas immédiatement, je vais pas être rouge immédiatement, mais 1 heure, 2 heures, 3 heures après, je vais avoir beaucoup d'inflammation sur la peau, beaucoup de rougeur, et une espèce d'inconfort. Comme si ma peau avait besoin de remèdes déshydratants. Et alors ça, j'ai mis un temps considérable à comprendre. Hein. Vraiment, pour dire des mois, hein, on va pas se mentir. En fait, j'avais la peau toute grasse, vous voyez, et 2 heures après l'application, c'est comme si ma peau était sèche, en fait. Alors que j'ai jamais eu la peau ni déshydratée, ni sèche, hein, j'ai la peau grasse. Tout simplement, la perception que j'avais de la douleur, là, très clairement, c'était l'inflammation. Et quand j'ai commencé à comprendre que le squalane, c'était pas pour moi, donc je remercie The Ordinary qui vend du squalane, comme ça en flacon, parce que quand je l'ai utilisé tout seul, ma peau est complètement partie en vrille, et j'ai compris qu'en fait, certaines huiles et certains mélanges d'huiles, pour ma peau, c'était pas bon du tout. Et je veux remercier à ce moment de la vidéo Cyril Laurent, à qui j'en ai parlé, et je lui ai dit, écoute Cyril,
Je comprends pas. Tout le monde utilise l'huile de chanvre, ils en sont contents et tout, puis moi, ça marche pas du tout. Alors, il y a aussi les gens qui me disent, moi, l'huile de chanvre, ça me crème la tronche. Hein. Il y a les deux. Hein. Et il m'a expliqué pourquoi. Dans la peau, et c'est presque la même chose chez tout le monde, il y a quand même une notion de lissage statistique, il y a une répartition extrêmement précise des lipides, quelle que soit leur source. Céramides, phospholipides, acide linolénique, acide linoléique, donc acide gras, huile, sébum, etc. Il y a vraiment un ratio. Et il me disait, si le ratio dans les produits cosmétiques est pas à la balance, en fait, de ce qui se trouve naturellement dans la peau, ça peut provoquer de l'inflammation. Et là, j'ai envie de vous dire, ça a été, mais chariot d'étoiles, révélation, hein, je veux dire, là, incroyable, quoi. Incroyable. Et effectivement, il y a certaines formules qui contiennent des huiles. Bah, quand je l'applique, ça se passe super mal. Vraiment, ça se passe mal. Et d'autres formules, quand je l'applique, eh ben, ça se passe hyper bien. Et là, j'ai envie de vous dire, tout est dans la formule, et l'important, c'est la formule, mais à la lecture de la formule, à l'essai du produit, vous ne saurez en aucun cas si ça vous convient ou non sur la peau, parce que là, vous n'êtes vraiment pas dans la formule et dans les petits secrets de la formule. Un autre de mes poisons, et alors celui-là, je l'ai déterminé il y a vraiment très très peu de temps. Incroyable, hallucinant, c'est le niacinamide, la vitamine B3. C'est mon dernier poison en date, entre guillemets. Hein. Je l'avais mis sur la sellette depuis vachement longtemps, mais j'avais un doute, vous voyez, j'avais vraiment un doute avec la vitamine B3, je me suis dit non, c'est toi Ursus, tu déconnes, machin, vous voyez. Et en fait, là, j'ai fait des tests, je me suis créé. Merci encore une fois à The Ordinary d'avoir créé cette poudre de niacinamide qui est 100% poudre de niacinamide. Je me suis créé mon toner avec de l'eau stérile que j'ai acheté en pharmacie. J'ai pris 97 grammes d'eau, j'ai pris 3 grammes de poudre, et donc j'ai fait un toner à 3% de niacinamide. Il n'y avait rien d'autre. Et en application, j'ai fait ça pendant 6 mois, pardon 6 mois, non, beaucoup moins, pendant 6 semaines. Je m'étais, voilà, tout seul, j'avais rien changé d'autre dans ma routine, voire même c'était un moment où je faisais pas grand chose dans ma routine, et très clairement, ça me colle les rougeurs. Donc moi, niacinamide, ça me colle les rougeurs. En aucun cas, je vous dis, voilà, n'utilisez pas de niacinamide. Mais vraiment pas du tout. Il y a plein de gens à qui ça réussit hyper bien, quoi. Moi, clairement, ça me réussit pas du tout. Et c'est bien dommage. Je peux utiliser, par exemple, la lotion Paula's Choice une fois tous les 3-4 jours, maximum, pour diminuer les pores. Ça, là, elle me réussit. Vous verrez dans la vidéo Paula's Choice, mais pas plus, quoi. Après, quand il y a des petites quantités de niacinamide, en dessous de 0,3, 0,4, 0,5%, notamment dans les produits Easy Pharma, il y en a, bah, j'ai vachement de bénéfices au niveau anti-inflammatoire, sans les inconvénients. Donc, c'est pas impossible non plus. Autre poison, encore celui-là, j'ai envie de vous dire, il est commun à plein de gens. Hein, de trucs qui vraiment me réussissent, mais alors même pas du tout, hein, 2 secondes, ce sont tous les exfoliants. J'ai envie de vous dire tous. Ouais. Mis à part le PHA de Geek & Gorgeous. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça y est, vous êtes décidé à avoir votre petit cahier à suivi, à noter tous vos produits cosmétiques, votre alimentation, l'index UV, ce que vous avez mis sur votre peau, pour pouvoir avancer en fait dans la prise en charge de votre rosacée. Moi, je veux vraiment vous donner de l'espoir parce que réellement, avec juste ces éléments d'hygiène, ben, on y arrive vachement bien et on commence à connaître nos poisons et à savoir comment réagir et à faire attention. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Semaine prochaine, on se retrouve dans une autre vidéo qui est super intéressante. Et là, c'est avec Easy Pharma et vous verrez comment en parapharmacie, avec des produits bien foutus, bien formulés et pensés pour la rosacée, bizarrement, on a des résultats. Et la semaine d'après, on va parler de la rosacée oculaire, très spécifique, et je vous montrerai ma routine, parce que vraiment, pour se soulager, il y a des choses à faire. Bye bye les Skin Geeks rosacéens, je vous fais des bisous, et on se voit sur Instagram à 16h, après la diffusion de la vidéo bien sûr, pour le live Instagram spécial rosacée. Bye bye les Skin Geeks.